Voilà, bienvenue dans votre émission Le quotidien économique sur Canal 2 Info, la chaîne bleue. Aujourd'hui, nous allons commencer notre émission économique avec ces sujets suivants. D'abord, la visite de Christine Lagarde en Afrique. Elle sera sur notre continent pendant 6 jours. Les pays phares à être visités, le Nigeria et le Cameroun. Et au Cameroun, en dehors de la rencontre qu'elle aura avec le président camerounais Paul Biya, elle va aussi rencontrer les ministres des Finances de la zone CEMAC. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire cette année, ou l'année qui vient de s'achever, était la millésine, une bonne année pour la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest basée à Abidjan. Et aussi en Angola. En Angola, c'est la crise économique. Après la chute du prix du pétrole, c'est aussi la chute du budget national angolais. Et nous allons quitter l'Afrique pour la Chine, où il y a aussi la crise avec le réajustement de l'économie chinoise qui aussi a un impact sur la bourse chinoise qui est aussi là-bas en chute libre. Et puis Volkswagen, nous allons revenir sur les débuts, les causes de sa crise. Et nous allons conclure avec Google qui veut s'allier ou s'associer avec Ford. Voilà pour les titres. Et nous revenons tout de suite sur la visite de Madame Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. FMI a entamé lundi une tournée de 6 jours en Afrique. Elle devrait notamment rencontrer le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue camerounais Paul Biya. Au Nigeria, Christine Lagarde s'en tiendra avec le président Muhammadu Buhari, des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des parlementaires et des représentants de la société civile. Cette visite sera l'occasion de renforcer le partenariat qui lie le FMI à la plus grande économie de l'Afrique, à l'heure où le pays doit faire face à de redoutables défis et notamment aux retombées de la chute des cours du pétrole, a déclaré la dirigeante française à la veille de son déplacement. Les échanges avec les responsables nigérians devraient notamment porter sur l'amélioration du climat des affaires, l'ouverture des perspectives de croissance dans le secteur privé et le renforcement de la cohésion sociale, autant de domaines où le gouvernement a un rôle important à jouer, souligne le communiqué du FMI. Le Fonds monétaire international a ramené les perspectives de croissance 2015 du Nigeria à 4% en octobre dernier et 4,3% en 2016 contre 4,8% et 5% respectivement annoncés 6 mois auparavant. Le pays a enregistré une croissance réelle du PIB de 6,3% en 2014. En ce qui concerne le Cameroun, Christine Lagarde rencontrera le président Paul Biya et son équipe économique ainsi que les responsables du secteur privé et des représentants de la société civile. Voilà Madame Christine Lagarde et nous allons rester et puis je crois pour ceux qui s'informent régulièrement, vous avez déjà fait la correction vous-même. Madame Lagarde est déjà au Nigeria. Elle a été reçue aujourd'hui par le président de la République nigériane, Monsieur Muhammadu Buhari. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest et précisément à l'ouest du Nigeria, la Côte d'Ivoire, là où l'indice boursier du BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble des entreprises cotées sur la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA dans l'Union économique et monétaire basée à Abidjan, a réalisé la meilleure performance des indices boursiers africains au cours de l'année 2015. Selon des indications fournies par ses responsables, elle affichait au 31 décembre 2015 une progression de 17,7% en monnaie locale, c'est-à-dire en francs CFA, et une amélioration en dollars US de 2,7%. Voilà, c'est la croissance de la bourse ivoirienne, la bourse sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Nous quittons l'Afrique de l'Ouest un peu pour l'Afrique australe. Cette fois-ci, c'est l'Angola qui est aussi victime de la chute des prix de matières premières avec la chute du cours de l'or noir,
le deuxième pays producteur du pétrole de l'Afrique, voit ses revenus s'effondrer. Les difficultés économiques qu'il traverse aujourd'hui dévoilent l'ampleur de sa mauvaise gouvernance, la mauvaise gouvernance du président Eduardo dos Santos, qui est au pouvoir depuis 1979 et n'a même pas envie et ne pense même pas à quitter le pouvoir. Le pays a vu son budget chuter de 72 milliards de dollars à 54 milliards de dollars. Il a dû couper ses dépenses de 25%. En un an, le taux d'endettement est passé de 31% à 45% de son produit intérieur brut. Voilà pour l'Angola qui est aussi victime des aléas de conjoncture économique ou de la chute des matières premières. Et nous quittons l'Afrique pour l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine. Là-bas en Chine, après que la Banque centrale a injecté mardi 18,5 milliards d'euros dans le système financier pour essayer de stabiliser les indices boursiers de Shanghai et de Shenzhen, les bourses chinoises retrouvent un peu de calme. Les détails. Mais au-delà des fluctuations de court terme, il y a un message de fond sur la République populaire de Chine. Le premier message, c'est qu'elle ralentit plus fortement que prévu. Ça, on le savait, puisqu'elle ralentit depuis 5 ans. Elle est passée d'un rythme de croissance à 2 chiffres, puis progressivement vers les 7, puis un peu moins de 7% de croissance. Mais elle ralentit, le rythme de ralentissement est un peu plus fort que prévu. Et le deuxième message, un peu plus inquiétant, surtout pour les marchés capitaux, c'est que les autorités chinoises ont perdu un peu la main. Là, elles ont essayé de relancer la machine. Ça a eu un petit impact au deuxième trimestre, mais à partir du mois de juillet et du mois d'août, on voit que les indicateurs reculent à nouveau. C'est-à-dire que toutes les mesures de relance qu'elles ont prises, monétaires, budgétaires, réglementaires, fiscales ou autres, ne mordent plus autant qu'auparavant sur l'activité. Et c'est cela qui pose problème, parce que quand il n'y a plus de pilote dans l'avion, quand on a le sentiment qu'on n'a plus de pilote dans l'avion, ou un pilote moins efficace, comme en 2008 ou en 2010 au moment de la crise grecque, eh bien, les marchés n'aiment pas du tout, car ça renforce considérablement l'aversion au risque. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous nous dites que la Chine fait une croissance de 7%. Même si ça ralentit, ça reste énorme. On aimerait bien avoir une croissance de 7%. Pourquoi c'est si grave que ça et les marchés financiers s'inquiètent autant? Alors 7, déjà, faut oublier. Déjà 7, c'était l'objectif du gouvernement chinois. Je pense que, eu égard aux derniers chiffres qu'on a sous la main, elle ne parviendra pas à faire 7. Et la question, c'est pas le 7 de l'année dernière ou des derniers mois, c'est combien elle va faire au cours des prochains trimestres. Et ce qu'on craint, c'est ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon un hard landing, un atterrissage brutal, où là, elle passerait, parce qu'elle ne maîtrise plus rien, elle passerait à 3, 2, 1, vous voyez, quelque chose d'extrêmement brutal, une dégringolade qui ne serait pas maîtrisable par les autorités. C'est ça que craignent les marchés aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe? Les marchés, là, ont probablement exagéré sur les dernières séances. Du spécialiste financier avec notre confrère ou partenaire de BFM TV en France sur les aléas de la bourse chinoise et l'économie chinoise en général. Et puis, nous restons toujours en Europe, non? On va traverser l'Atlantique pour les États-Unis où il y a eu les affaires de moteurs truqués. Les États-Unis réclament des milliards de dollars de récompenses à Volkswagen. Voici comment le constructeur allemand a commencé sa descente aux enfers. Quand Volkswagen est parti aux États-Unis pour conquérir ce marché, il s'est rendu compte que manifestement, il avait un moteur qui était prévu pour l'Europe et que pour le dépolluer aux USA, c'était pas tout à fait commode. Donc ce qu'ils ont fait, manifestement, au jour où on fait cette interview, il semblerait qu'ils ont fait en sorte d'avoir des systèmes de dépollution sur la voiture, qui lorsque la voiture est sur un banc, on l'a beaucoup dit, elle reconnaît le banc parce qu'elle a des roues fixes, etc., machin, le volant qui ne bouge pas et tout ça. Et là, elle va solliciter à fond tous ces dispositifs qui sont destinés à neutraliser les NOx, les fameux oxydes d'azote. Sauf que, si je prends cette même voiture, que je la mets dans une configuration de vie réelle, et que je lui demande de solliciter ces dispositifs anti-NOx à fond,
je vais vider mon réservoir d'urée, puisque c'est un des procédés qui consiste à injecter de l'urée dans le catalyseur. Je vais le vider très très vite. Donc je vais avoir un consommateur qui va devenir vite fait hystérique. Peut-être que si j'ai un autre dispositif anti-NOx, il va falloir que je fasse beaucoup d'injections de carburant pour aller, des post-injections de carburant, ce qu'on appelle, pour aller traiter mes oxydes d'azote. Et là, c'est pareil, je vais avoir une consommation qui n'est pas du tout dans les tolérances que j'attendais par rapport à mon véhicule. Au lieu de consommer 5 litres avec mon 2 litres TDI, c'est une perf 5 litres 5, c'est tout à fait possible, je vais peut-être être à 2, 4, 6, 10% de plus, sachant que, encore une fois, les normes aux USA sont extrêmement, extrêmement draconiennes sur les oxydes d'azote. Alors là, on parlait effectivement des États-Unis, donc répétons-le, 3 fois plus sévère au terme des NOx, etc. Donc tout simplement, ils ne savent pas faire. Ou à l'époque, ils ne savaient pas faire. Bon. En Europe, l'homologation, elle est beaucoup plus relaxe. C'est un cycle où il n'y a pas d'accélération franche. C'est un cycle où il n'y a pas de montée des vitesses très rapides. Donc en fait, qui va, mettre sous l'éteignoir les moments où on produit les oxydes d'azote. Puisque les oxydes d'azote sont directement liés à une très forte température de combustion et l'exercice du moteur, ce qu'on appelle la pleine charge. Pleine charge, il faut comprendre, accélération franche. Donc, je rentre sur l'autoroute, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est dans le cycle US, ça ne l'est pas en Europe. À nous, ce sont des accélérations de 0 à 30 km/h en 17 secondes, et puis ensuite on a une phase plateau, et puis ensuite on va monter en troisième, etc. Donc c'est vraiment une charrette, on fait déplacer une charrette. Donc la voiture n'étant pas sollicitée, ne va pas monter en température de combustion, ne va pas monter sur de l'exercice pleine charge, et donc va faire très peu de NOx. Voilà, ce sont des informations de AutoPlus sur les aléas, comment la descente aux enfers pour Volkswagen a commencé, et puis les réclamations faramineuses des États-Unis pour payer pour les énormes mensonges de Volkswagen. Ben, nous allons rester toujours avec l'industrie automobile, cette fois-ci avec quelque chose que vous connaissez très bien, ceux qui aiment la nouvelle technologie, c'est Google. Google veut s'associer avec Ford, cette fois-ci pour développer une voiture qui pourra être autonome. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et oui, c'est reparti. On retrouve Delphine Sabatier, la rédaction de 01net.com avec nous tous les soirs dans Tech & Co. On le rappelle, ça démarre dès 20h30 du lundi au jeudi. Salut Delphine. Salut Sébastien. On va parler de GoPro dans un instant. GoPro qui teste des trucs depuis quelques semaines. Il y a eu des annonces sur les drones, une annonce aujourd'hui sur la PlayStation avec une nouvelle chaîne. Mais d'abord, ce partenariat entre Google et Ford, qu'on n'avait pas forcément vu venir, parce qu'on pensait que les géants de la tech y allaient tout seuls comme des grands. On a vu Tesla, on sait qu'Apple cherche, même si rien n'est officiel. Et donc Google, alors pour le coup Google avance, mais très transparente là-dessus. Que viendrait faire Ford dans ce partenariat? C'est vrai qu'on l'a pas vu venir, en même temps c'est quand même assez crédible. Donc c'est une info de Yahoo Auto et qui semble tout à fait plausible. Donc Google, Alphabet c'est la holding de Google, et Ford créeraient ensemble une co-entreprise. Alors pourquoi on y croit? D'abord parce que Google, il se concentre particulièrement sur les technologies, le logiciel, la partie autonome, je dirais, de la voiture. En revanche, sur la partie matérielle, pour l'instant, on n'a quand même pas vu grand-chose. Google a toujours travaillé avec plein de constructeurs sur la voiture choses, ça ressemble plus à un autonome. Ouais. Et voilà, et sa propre Google Car, qui est 100% électrique et qui roule sur les routes depuis cet été, elle, c'est vraiment encore un prototype, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, enfin, on est quand même loin d'un concept, d'une vraie voiture. Donc ça fait du sens, et puis pour Ford, on imagine qu'il va énormément gagner du temps grâce aux technologies d'autonomie de Google. Ford aussi teste sa voiture autonome, mais eux, ils sont au tout début, là, ils viennent d'avoir l'accord pour lancer des tests sur les routes en Californie, là où la Google Car a déjà fait plus d'1 million de kilomètres en parfaite autonomie. Donc on voit quand même que les deux sont absolument complémentaires. Et puis Google avait aussi annoncé qu'il voulait créer une entité vraiment dédiée à sa Google Car. Pour l'instant, ça reste noyé dans son Labo X. Oui. Donc voilà, ça participe aussi de l'idée d'une création d'une entreprise au sein de la holding Alphabet. Autre chose, on sait que pour Sergey Brin, c'est vraiment très stratégique, la voiture de Google. autonome. Voilà, son fondateur qui estime qu'on va pouvoir
Vous avez suivi vous-même les explications de cette voiture qu'on attend un peu bientôt. Voilà que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Twitter et Facebook et aussi sur les applications Android comme Google Play. À la semaine prochaine. Restez scotchés sur